Mais je me suis dit en parler sur le terrain sans vraiment montrer les choses, c'est pas pareil. Alors comment est-ce que je vais pouvoir rendre ça intéressant? Alors je me suis mis à votre place et j'ai commencé à me dire mais moi qu'est-ce que j'aimerais réellement savoir en fait sur l'ostréiculture? Et la première chose que je me suis demandé en fait c'est que nous aujourd'hui ça nous paraît normal de manger des coquillages et des huîtres, hein, mais je me suis demandé mais en fait mais qui c'est qui est le premier à en avoir eu l'idée? Non, parce qu'il faut remettre ça, tout ça il faut le remettre dans son contexte. L'huître, c'est quoi? Déjà, c'est un mollusque qui vit sous l'eau. Donc déjà, il faut avoir des marées pour pouvoir y accéder facilement, hein, voilà. Donc, bon, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, il faut se dire que ce truc, qui ressemble vaguement à un caillou, ben, je vais le décrocher de l'endroit où il est. Je vais galérer à l'ouvrir, pour finir par trouver à l'intérieur un truc qui ressemble vaguement à un molar. Hein. Et là, je vais me dire, ça, je vais le manger. Ben ouais, là, en fait, faut être motivé quand même. Hein. Il y a un truc qui va pas là. En fait, on se demande vraiment qui est le premier fou qui a osé essayer. Alors, est-ce que vous avez une idée là comme ça de qui est le premier qui a osé manger une huître? Ah, peut-être, mais en tout cas, c'était il y a très longtemps. Hein, c'était même, ouais, voilà, c'était Néandertal. Ouais. C'est l'homme de Néandertal le premier à avoir consommé des coquillages selon les traces historiques que l'on peut avoir. Et notamment comment? Ben parce qu'on le sait en retrouvant dans ces grottes des coquillages ouverts. Et si on examine attentivement les coquillages, on repère des traces de lames et d'outils qui prouvent qu'ils ont été ouverts vivants. Et vraisemblablement, s'ils ont été ouverts vivants, c'est très certainement pour les manger. Ensuite, effectivement, l'homme va utiliser les coquilles dans plein de buts. Hein, il va en faire d'autres outils. Il va en faire des colliers, de la décoration, de l'art, du rite funéraire. Donc forcément, l'homme va assez rapidement, au final, utiliser les coquillages. Hein, et les hommes de Néandertal, parmi les premiers, sans doute, même si peut-être avant déjà, c'était le cas. Et du coup, surtout, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est par l'observation, très certainement, que l'homme va en arriver à consommer des coquillages. On verra à la fin qu'il n'y a pas que vous qui mangez des huîtres. Il y a des prédateurs naturels qui ont leur propre technique pour la manger et que l'homme a très certainement copié. Donc ça, on le verra par la suite. Alors du coup, le premier, c'est Néandertal. Et aujourd'hui, on en mange encore, plusieurs dizaines de milliers d'années après. Bon, ben très bien, tout va bien, impeccable. Mais en fait, entre Néandertal et nous, il y a eu des hauts et des bas. Hein. Et puis, il y a des tas d'huîtres partout sur la planète qui se mangent et se consomment et se pêchent différemment. Donc on va parler des différents peuples qui ont consommé des huîtres et de ce qu'ils en ont fait. Et on va parler d'un premier peuple qui est très important pour la gastronomie française et pour la gastronomie en général, c'est le peuple romain. Les Romains, c'est des grands conquérants. Ils ont réussi à conquérir la totalité de la Gaule française et ils ont découvert ici, en arrivant chez nous, des estrands avec des marais, ce qui n'était pas le cas chez eux. Or, ils étaient déjà fins connaisseurs et fins gourmets. Ils adoraient manger des coquillages. Pour ce faire, eux, en Méditerranée, ils allaient les piéger. On allait tresser des sarments de vigne, parce que oui, effectivement, ils adoraient boire le vin également. Et ces sarments de vigne, on allait les lester de cailloux pour les descendre au fond de la mer. On les remontait par la suite, une fois que des choses s'étaient accrochées dessus. On les décrochait et on pouvait ainsi les consommer. C'était la technique dite du rucher. Ben ça, les Romains, ils n'en ont plus besoin ici. Ici, ils vont mettre en place des épis rocheux qui vont retenir l'eau même à marée basse, pour capturer des poissons notamment, et puis ils vont arpenter la grève pour ramasser à même le sol l'huître plate. Puisqu'en effet, nous, pendant très longtemps, on aura comme en Bretagne des tas d'huîtres plates. Des huîtres qui ne se fixent pas sur les cailloux, de toute façon on n'en a pas, qui se posent à même les bancs de sable et que l'on peut ramasser au gré de nos envies et au gré des marées. Donc ça va être la première ostréiculture, hein, la première pêche à pied, hein, et on va en consommer quand même pas mal sous l'époque romaine, avec le vin évidemment. Alors les Romains sont assez orgiaques, on dit. Hein, ils vont consommer à outrance. Ce sont des recordman. Ouais. Parce qu'il faut aller un peu plus loin que l'huître. Hein. Les Romains, c'est les recordman parmi les humains. C'est ceux qui ont organisé la plus longue fête alcoolisée de tous les temps. Ça s'est passé à Florence. Ça a duré plus de 180 jours d'affilée. Voilà, vous imaginez une demi-année de fête. Voilà, non-stop, hein, c'est tous les soirs. Hein, voilà. Il y a eu plus de 300 morts dans la ville. Sur la période. On ne sait pas combien avec des séquelles par la suite. Hein, voilà. Les Romains étaient complètement fous et cette folie, cette gastronomie, ben, elle va rester ici quand ils vont partir, puisque globalement, hein, le vignoble bordelais, on leur doit en grande partie. On cultivait la vigne, mais c'est eux, en mêlant leurs cépages et leurs techniques, qui vont nous faire développer l'un des meilleurs vignobles au monde. Donc du coup, ici, on va savoir consommer des huîtres et on va continuer pendant fort longtemps à les ramasser pour les consommer. Alors, à une époque, hein, l'huître va être très controversée.
Hein, on la consomme jusqu'à peu près au 5e, 6e, 7e siècle après Jésus-Christ. Et là, entre le 7e et le 9e siècle, on a une sévérité extrême dans la religion qui va apparaître. Et cette sévérité va mettre en place des tas d'interdits. Et notamment parmi les choses qui vont complètement disparaître dans les siècles suivants, de la table même des rois, ben c'est les insectes. Eh oui, on mangeait en France des insectes. Les rois mangeaient des insectes très régulièrement. Hein, et les mollusques. Ces deux êtres vivants sont incompris. Hein, on parle de générations qui apparaissent comme ça et disparaissent. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est forcément l'œuvre du diable. Bon, alors rassurez-vous, il y a plein d'autres trucs qui vont être complètement improbables et qui vont être l'œuvre du diable. Hein, par exemple, ici, ben moi, on est quasiment tous condamnés au bûcher parce qu'on porte du bleu. Ben ouais, hein, avant 1400-1500, on ne sait pas, nous, occidentaux européens, fixer le bleu sur du tissu. Donc c'est forcément l'œuvre du diable. Voilà. Et à cette époque-là, du coup, le roi, sa couleur, c'est le rouge. Et ça, c'est plus important qu'on ne le croit, parce qu'en fait, c'est un roi qui va abroger tous ces édits religieux. C'est un roi particulièrement important, enfin en tout cas il le croit, hein, voilà, et qui se prend en fait pour lui-même pour Dieu. Donc c'est le roi Soleil. Et le roi Soleil, il y a plein de choses qu'il va abroger, parce que pour lui, en fait, c'est totalement stupide. Il va consommer des coquillages, sans aucun problème. Et c'est notamment, il me semble, lui, hein, ou son successeur, qui prendra officiellement la couleur bleue. Parce que quand elle apparaît, elle devient instantanément à la mode. Et le roi veut immédiatement se séparer du clergé qui a longtemps eu la même couleur que lui, le rouge. Le roi prendra donc le bleu dès qu'on apprend à le fixer. La couleur qui était à la base celle du diable devient celle de la royauté et perdure encore aujourd'hui. Et le roi va consommer des huîtres non pas seul, mais avec ses amis. Et il va en inviter beaucoup des gens à ses repas. Et il va consommer énormément d'huîtres, ce qui va lancer un véritable marchandage des huîtres. Le problème, nous, pour l'abbé, c'est qu'on est loin. On est bien loin des grandes soirées de Paris et des grandes villes du nord de la France. Et donc du coup, nous, on exporte nos huîtres, oui, si, on les exporte là-bas, mais on les exporte salées. On les ramasse sur la baie, on les sort de leur coquille, on les met dans du gros sel, ce qui est pré-cuit. Et en fait, elles se conservent beaucoup plus longtemps, mais elles perdent complètement le côté de fraîcheur. Et ça, le roi, il aime pas ça. Donc, on a très peu de clientèle, et par rapport aux huîtres bretonnes et normandes, on n'a absolument pas de succès. Alors, on va devoir innover. Et en fait, on va mettre les mêmes huîtres dans les mêmes tonneaux, mais sauf qu'au lieu de remplir le tonneau de gros sel et de sortir l'huître de sa coquille, ben cette fois, on va étanchéifier le tonneau au goudron. Et on va le remplir avec de l'eau de mer fraîche. On va mettre beaucoup moins d'huîtres, mais on va les laisser vivantes et on va les exporter. Et en 3-4 semaines de trajet, elles seront quand même encore vivantes. Et encore aujourd'hui, vous pouvez conserver des huîtres près de 3-4 semaines en bas de votre réfrigérateur si vous les avez achetées fraîches chez un ostréiculteur. Donc l'huître est un mollusque très résistant qui va faire le bonheur de la table des rois. Alors c'est pareil, hein, les rois sont également des recordman. Voilà, parce que du coup, le roi, quand il invitait des gens pour manger des huîtres, il faisait pas semblant. Alors ils allaient évidemment boire du vin, mais ils allaient surtout manger que ça. On parle de repas d'huîtres. Entrée, plat, dessert. En fait, il n'y a pas de dessert, quoi. Hein, voilà. Ils vont manger des huîtres, manger des huîtres, manger des huîtres, tous ensemble. D'après les registres des châteaux que l'on peut encore retrouver, on estime qu'en moyenne, chacun des dizaines de convives qui allaient participer à ces repas en ingurgiter au moins une cinquantaine. De douzaines. 50 douzaines. 400, 500 à 600 huîtres avalées par personne lors d'un seul et même repas. Alors vous imaginez bien que même si on n'a pas les mêmes estomacs, il y a une astuce quand même pour faire ça. C'est que régulièrement, il était tout à fait convenable pour pouvoir continuer d'honorer le repas à se faire vomir. On avait le droit, c'était même bien vu, surtout si le roi le fait aussi. Voilà. Donc du coup, aucun problème. Et ces repas d'huîtres engendrent une folie sur l'huître qui va être largement et outrageusement braconnée sur la baie. Lorsqu'arrive l'époque napoléonienne, il y a sur la petite mer de Buch, ancien nom du bassin d'Arcachon, quasiment plus d'huîtres sauvages. Napoléon, qui est un homme qui veut étendre son empire, parfois au détriment de certaines pratiques traditionnelles, va beaucoup légiférer sur la baie. Il trouve qu'on abuse complètement. Dites-vous qu'à l'époque, par exemple, le canard est considéré comme un poisson et on le pêche au filet. En tendant des filets au-dessus de la mer, à marée haute, les canards passent à pleine vitesse, se brisent les ailes, tous les autres oiseaux aussi au passage. On ramasse entre 2 et 3 millions de piafs par année. Ça va être interdit par Napoléon.
Le ramassage des huîtres va être légiféré, réglementé. On va octroyer aux familles qui souhaitent réellement le faire des concessions ostréicoles sur lesquelles ils vont pouvoir ramasser des huîtres, les étaler, les laisser grossir. C'est le début de l'ostréiculture. Et il va installer des préfets et une police locale qui vont être en charge de faire respecter toutes les règles qu'il met en place. Il va aller très loin, Napoléon. En fait, on pourrait presque dire que c'est le premier et le dernier homme politique français à avoir une réelle conscience écologique. Parce qu'en fait, lui, il veut vraiment préserver la ressource pour une durabilité de son empire, évidemment. Hein, c'est égoïste, hein, mais bon, au moins, il pense au futur. Et du coup, il va également mettre en place une règle pour permettre aux mollusques, à l'huître, de revenir dans la baie. Il y en a déjà quasiment plus, donc il ne faut pas seulement légiférer sur la manière dont on les ramasse, il faut aussi interdire de les ramasser sur une période. Hein. Il faut interdire de les ramasser quand elles se reproduisent. Il faut interdire strictement le ramassage et la consommation des huîtres dans les mois sans air. C'est de lui, ça. Et c'est devenu aujourd'hui une légende urbaine comme quoi on ne peut pas les manger parfois, alors qu'elles sont tout à fait mangeables. C'est juste qu'à l'époque, pour préserver la ressource, Napoléon imagine qu'il vaut mieux laisser le mollusque tranquille pendant qu'il se reproduit. C'est malin, c'est vachement écolo, hein, voilà. Et ça va faire l'une de ces nombreuses règles qui va essayer de préserver et de légiférer un peu les pratiques sur la baie. Alors Napoléon, du coup, est en quelque sorte le créateur des concessions ostréicoles, des parcs ostréicoles, sur lesquels aujourd'hui, eh bien, on va cultiver encore les huîtres. Mais aujourd'hui, on ne cultive plus l'huître plate. Parce que malgré toutes ces règles et toute sa bonne volonté, eh bien Napoléon n'arrivera pas à la sauver. Hein, dans la fin des années 1800, l'huître plate va complètement disparaître et être supplantée par un mollusque envahissant qui arrive de la mer Méditerranée, qui s'appelle l'huître portugaise, qui est une huître qui était commercée. Et un jour, un cargo qui est pris par une tempête n'arrive pas à décharger à temps sa marchandise. Il va la jeter dans l'estuaire de la Garonne, sauf qu'elle n'est pas totalement avariée. Il y a des huîtres qui sont encore en parfaite santé dedans. Et elles vont se reproduire et elles vont coloniser la côte atlantique et notamment la baie d'Arcachon qui leur est favorable. Elles vont faire le fleuron de l'ostréiculture moderne, puisque là, on ne peut plus du tout utiliser les techniques anciennes. Hein. C'est une huître creuse qui se fixe sur les choses solides que l'on n'a pas dans la baie. Donc pour pouvoir la récupérer, il va falloir inventer de nouvelles choses. Et au tout début, l'homme va revenir en arrière, comme il l'a très souvent fait. Et du coup, la toute première technique qu'utiliseront les ostréiculteurs sur la baie, c'est la technique du rucher. On va placer au fond de l'eau des cagettes de sarment tressées, sur lesquels on va laisser les huîtres se coller. Et après, on va les ramasser. On va les poser dans des casiers en bois, à même le sol à l'époque, qu'on appelle des ambulances. Et on va les élever ainsi, dans des parcs, encadrés par des pignottes, qui sont collées serrées à l'époque, telle une prison, pour les protéger d'un certain nombre des prédateurs qui pourraient vouloir venir les manger. Même par la suite, même l'huître portugaise, elle aussi, va disparaître. Dans les années 1950-1960, elle est touchée par une épidémie virale, un herpétovirus, un herpès de l'huître, sauf que chez l'huître, cet herpès, c'est plutôt un virus mortel qui va conduire en à peine une décennie toutes les huîtres portugaises à disparaître. L'ostréiculture est devenue une activité largement répandue. Beaucoup d'ostréiculteurs pensent que c'est la fin définitive de leur métier, mais certains voient plus loin et vont partir dans la baie de Yokohama, au Japon, parce qu'ils ont entendu parler d'ostréiculteurs qui cultivent exactement comme eux une huître qui ressemble trait pour trait à celle qu'on cultivait ici. Elle s'appelle l'huître japonaise, ils vont en acheter plusieurs tonnes, plusieurs fois. Ils vont les ramener dans la baie et ils vont relancer une nouvelle population d'huîtres creuses que l'on va continuer à élever telle qu'on avait commencé à élever l'huître japonaise, l'huître portugaise. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore perdure donc l'ostréiculture sur la baie. Mais pour pouvoir relancer ça, encore une fois, il y a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a la portugaise qui disparaît et le moment où la japonaise, on peut enfin la reconsommer, il y a très peu eu d'huîtres proposées ici. La baie d'Arcachon est oubliée. Hein. On ne sait plus qu'on produit des huîtres. On ne sait plus qu'il y a de l'ostréiculture. Et du coup, toutes les communes qui ont énormément d'habitants qui sont en difficulté vont se décider progressivement les unes après les autres, la Teste est la première, Arès est la seconde, et puis toutes vont suivre, à créer ce qu'on appelle les fêtes de l'huître. La Teste, c'est la plus vieille, elle a 54 ans. Arès, elle fête sa 48e année. Voilà, si vous remontez dans le temps, on est dans les années 60, 70, 80 pour les dernières. Une période très difficile pour les ostréiculteurs. Avant que, dans la fin des années 90 et 2000, l'ostréiculture devienne tout simplement l'une des activités les plus importantes de toute la baie. Et aujourd'hui, ça a de nouveau un petit peu changé. Voilà, avec notamment le tourisme et quelques problèmes également sur l'ostréiculture. Fini avec l'histoire de l'huître. Alors, il y a peut-être quand même une petite chose que je peux utiliser à la fin pour vous expliquer pourquoi il y a eu des fous comme ça qui en ont mangé autant. Alors c'est un personnage que l'on pense imaginaire, mais peut-être qu'il a réellement existé. Et en fait, ce personnage, toute sa vie durant, à partir à peu près de ses 17-18 ans, il a mangé des huîtres tous les jours. Alors
pas des dizaines et des dizaines de douzaines, hein, juste une ou deux douzaines. Il adorait partager ça, mais seulement avec quelques personnes bien définies, hein, ses conquêtes, ses maîtresses. Voilà, parce qu'il disait qu'il n'y a rien de plus sensuel au monde qu'une femme qui mange une huître. Voilà. Alors il pensait également très certainement, hein, comme beaucoup, que l'huître est un aphrodisiaque puissant, puisque ce personnage c'est Casanova. Voilà. Casanova adore les huîtres et il adore partager ça avec ses différentes conquêtes, puisqu'a priori encore aujourd'hui beaucoup considèrent l'huître comme un aphrodisiaque intéressant. Voilà. L'huître c'est extrêmement bon pour la santé, c'est chargé en vitamines, en iode, voilà, c'est excellent à manger en petite quantité avec modération.